au niveau du programme, on va parler, comme je vous le disais, de Google I.O. Alors, on va faire quelques petits focus sur le Google Wear, notamment, et évidemment Android 12 ou ce qu'on appelle Material You, donc la nouvelle évolution du design chez Google. Donc évidemment, moi, ça m'intéresse particulièrement. On parlera aussi d'une rumeur, en tout cas, il y a eu quelqu'un qui a partagé et qui a investigué un petit peu le code de Twitter pour découvrir les abonnements, ou en tout cas à quoi ressemblerait l'abonnement sur Twitter. Ce sera Twitter Blue a priori. On parlera également de Spotify qui va ajouter un transcript automatique à ses podcasts in-house, les podcasts produits par Spotify, pas tous les podcasts hébergés pour Spotify dans un premier temps, mais juste ceux qui sont produits. Donc c'est intéressant, il va y avoir des petites nouveautés sur ce sujet, donc on en parlera parce que je trouve ça vraiment très très intéressant et c'est vraiment le focus en ce moment sur les différents géants, Apple, Amazon, Spotify. Il y a pas mal de choses qui sont misées sur les podcasts actuellement. Et puis on fera ensuite une petite tartine sur un petit peu l'actualité, rachat, fusion, etc. entre grands groupes audiovisuels, parce qu'il y a des choses qui bougent en France et à l'international. Donc ça sera intéressant d'en parler pour faire une petite update et à quoi ça va potentiellement mener. Voilà, on terminera là-dessus. Donc je vous propose sans plus tarder de commencer avec le Kawa. Donc on va commencer le Kawa, comme je vous le disais, pour faire un petit tour d'horizon des différentes annonces de la Google I.O. Alors là, ce matin, je vais pas rentrer dans tous les détails des annonces, je vais m'intéresser aux vraiment grands axes. Donc c'est possible que je ne parle pas, que je ne sois pas aussi exhaustive que Guillaume et Jérôme hier soir. Voilà, j'ai fait une petite sélection de ce qui me semblait le plus intéressant, en tout cas à mentionner ce matin. Donc la Google I.O., donc on a retrouvé donc Sundar Pichai sur sa petite scène en extérieur. Donc là aussi, c'est vrai qu'on avait largement commenté la keynote enregistrée d'Apple qui se passait en extérieur, largement en extérieur. Bah là, c'était le même parti pris côté Google. La scène était une petite scène un peu plus intimiste en extérieur. Voilà, on sent que Google essaye de se rendre accessible, moins intimidant, avoir moins cette image de géant intimidant de la tech peut-être. Voilà, et donc on a eu vraiment 2 heures d'annonce. Alors, pour rappeler, et je vais briser les espoirs ou les attentes peut-être de certains, il n'y a eu aucune annonce hardware. C'est vrai que la Google I.O. est quand même plutôt orienté développeur et donc software, même s'il y a eu des exceptions certaines années parce qu'il y avait des produits, etc., qui étaient notamment distribués certaines fois durant la Google I.O. Mais cette année, en tout cas, il n'y a pas eu de hardware dévoilé, que ce soit le Pixel 6 ou que ce soit des éventuels smartwatch Google. Donc, il faudra encore patienter. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu quand même pas mal de nouveautés. Alors, ils ont parlé notamment de l'intelligence artificielle. Google fait pas mal d'expérimentations et d'avancées dans le domaine. On a notamment eu une démonstration avec Lambda qui a prétendu, donc Lambda, c'est donc une intelligence artificielle, ou en tout cas un nouveau modèle qui a prétendu dans une conversation d'être la planète Pluto ou d'incarner un avion en papier et d'avoir une conversation avec les employés de Google, comme si l'intelligence artificielle était un avion en papier ou la planète Pluto. Donc ce qui est un petit peu bizarre comme démonstration, mais en fait ce qui est surtout intéressant derrière, c'est qu'en fait le modèle était capable de répondre à des questions extrêmement complexes, extrêmement contextuel également, donc ça c'est assez impressionnant et donc ça pourrait avoir évidemment des répercussions assez intéressantes dans Pluton. Oui, j'ai dit Pluto, désolé, je lisais l'article, Pluton, tout à fait. Mais ça va avoir, ce qui est intéressant, voilà, c'est que ça aura probablement des répercussions assez intéressantes dans le futur sur la recherche et l'assistant Google, c'est surtout ça. Je trouve l'idée intéressante de tenir ce genre de conversation. Je pense qu'en
termes d'usage, c'est pas forcément intéressant en tant que tel, mais en tout cas la démonstration, et c'est peut-être, on pourrait en parler même un petit peu à la fin, c'est la démonstration technique, la technologie qui est impressionnante ici. Ça, et c'est un peu moi, en tout cas en tant que designer produit, ce que je reproche un petit peu à Google, c'est qu'ils vont plus faire de la démonstration technique, de vraiment faire une démonstration des cas d'usage et de l'usage en temps normal avec des gens comme vous et moi sur la technologie qu'ils utilisent. Et du coup, je trouve ça un petit peu dommage parce que certes, on s'adresse à des ingénieurs, mais si en fait on n'évangélise pas à quoi va servir la technologie pour les utilisateurs, il y a peu de chances que les ingénieurs l'utilisent de la bonne manière ou de la manière la plus optimale pour répondre aux besoins des utilisateurs. Donc c'est vraiment une notion de est-ce qu'ils sont centrés conception utilisateur ou pas. Et je trouve que Google est toujours un petit peu trop à mettre de la poudre aux yeux d'un point de vue technologique, même si c'est hyper intéressant, et pas assez sur des démonstrations très concrètes. Voilà, mais bon, on pourra en discuter, mais voilà, c'est un petit peu moi ce que je retiens de cette Google I.O., quoi, de ce lancement de Google I.O. Alors, Pluton a été déclassifié en satellite. Alors, c'est vrai que c'est pas, je suis pas à la pointe des dernières news de l'espace. Alors, en plus, je dois vous avouer que ça m'intéresse pas vraiment. Donc, en effet, j'étais pas au courant que Pluton, ou en tout cas, j'avais oublié que Pluton avait été déclassifié et que c'était maintenant officiellement un satellite. Voilà, merci pour la petite correction. Euh, voilà. Et donc voilà. Donc démonstration en tout cas de Lambda assez impressionnante. C'est assez encourageant. On a surtout, moi en tout cas, j'ai surtout envie de voir quelles seront les applications dans le futur sur la recherche et l'assistant pour ce modèle qui est capable de répondre à des questions extrêmement contextuelles et extrêmement compliquées. Donc ça, c'est très intéressant. Il y avait une autre démonstration très chouette aussi qui permettait d'assister sur le diagnostic ou en tout cas l'identification de conditions médicales liées à la peau, que ce soit des mammographies, donc là pas que la peau, mais voilà, ou des conditions médicales. Voilà, donc il y avait mammographie, il y avait taches sur la peau, donc plutôt sur le principe de la dermatologie, etc. Donc ça, c'est intéressant. On a vu beaucoup. Il y a pas que Google, il y a pas mal de sociétés qui travaillent sur le domaine, c'est-à-dire de permettre de gagner du temps sur l'identification, en tout cas, de conditions ou de potentielles conditions médicales à investiguer. Donc ça, c'est intéressant. Le but, c'est pas de remplacer les médecins, loin de là, mais c'est surtout d'être capable de traiter un nombre d'images très très important en termes de quantité relativement rapidement pour au moins détecter quand il y a un problème ou un potentiel problème. L'idée, c'est pas grave d'avoir des faux positifs, mais il est plus intéressant de s'assurer que le médecin va passer du temps à s'assurer si c'est un faux positif ou un vrai positif que de rater des potentiels vrais positifs. Donc ça, c'est intéressant de gagner du temps pour ensuite que les spécialistes puissent se concentrer sur l'identification réelle du diagnostic. Donc ça, c'est très impressionnant. Je trouve que ça a toujours un côté un peu waouh parce que là, il y a un usage concret, ça touche à la santé, donc c'est quelque chose de crucial pour tout un chacun. Et donc là, on voit un petit peu la contribution de Google à l'avancée médicale, donc c'est toujours très très excitant. En tout cas, moi, c'est une des parties. Bon, après, moi, je suis biaisée parce que je travaille pour une assurance santé, donc évidemment, la santé, c'est un sujet qui me passionne. Et voir comment on peut utiliser la technologie pour faire avancer la santé, c'est quelque chose qui est très très motivant. Donc évidemment, moi, c'est une partie qui m'a particulièrement fascinée. Je sais que Jérôme et Guillaume aussi étaient assez emballés par la démonstration. Donc c'est cool. Ensuite, il y a eu un gros focus aussi. Nous sommes pour l'égalité des chances des astres. Merci de ne pas faire de commentaires planétistes. Tous les astres sont égaux. Mais on va te dire qu'un satellite n'est pas un astre. J'en sais rien du tout, mais... Pluton est de la taille de la Lune, mais tourne autour du Soleil. Je crois que c'est juste un astre maintenant. Oh là là, mais il faut que je me renseigne là. Il faut que je me renseigne. C'est un astre, c'est un satellite, on ne sait plus. Correction foireuse vu que c'est une planète naine. Mais on s'en fout, c'est pas le sujet. C'est bien dit, Olek.
C'est tout à fait bien dit. Donc en fait, c'est une planète naine, donc j'avais raison quand je disais que c'était une planète. Je n'en étais pas au courant, mais... En tout cas, merci aux apprentis experts de l'espace dans la chatroom. On fera peut-être une émission sur l'espace à un moment donné. J'espère qu'on aura un invité un peu plus qualifié que nous, ou que moi en tout cas. Donc voilà, donc après les différentes démonstrations en intelligence artificielle, et c'était pas les seules, hein, il y a eu une démonstration avec Mom, voilà, enfin... avec des noms de modèles un petit peu étranges, mais voilà. Donc après l'intelligence artificielle, il y a eu aussi un gros focus sur la privacy, sur la vie privée, ou en tout cas les données privées des utilisateurs. Alors évidemment, Google est sous le feu des projecteurs concernant cette information, et notamment d'un point de vue publicitaire. Alors étonnamment, ils ont contourné et ignorer l'aspect publicitaire, alors que quand même l'industrie est particulièrement bouleversée avec le App Transparency chez Apple. Google a choisi d'ignorer, de ne pas en parler, alors que eux aussi ont fait quand même quelque chose avec Chrome, donc ils n'ont rien mentionné sur Android. C'est assez étrange, c'est un peu ignorer l'éléphant dans la pièce, mais bon, c'est Google, quoi. Non, je suis mauvaise langue, mais c'est un petit peu étrange. Je vous avoue que moi, j'étais un petit peu étonnée. Comme je vous le disais, hein, ça fait un peu, on ignore l'éléphant dans la pièce, mais bon, écoutez, c'est comme ça. En tout cas, malgré cette absence d'informations sur l'aspect publicitaire chez Google, ils ont quand même pas mal parlé des données privées. Notamment, vous allez pouvoir, au niveau des photos, avoir un dossier qui est en fait bloqué. On l'appelle en anglais un locked folder. Donc, c'est un dossier fermé, verrouillé. On peut le traduire comme ça. En gros, si vous mettez des photos si vous ajoutez des photos à ce dossier, ces photos ne vont plus s'afficher et remonter dans votre flux de photos classique. Il faudra activement aller naviguer dans ce dossier et vous identifier avec un code, un petit code, pour pouvoir accéder à ces photos. Donc pour toutes vos photos de nude, un petit peu craignos, que vous ne souhaitez pas qu'elles soient accessibles si quelqu'un ou votre copine ou compagnon a accès à votre téléphone, vous pouvez les cacher, en tout cas à cet endroit-là. Donc voilà, en tout cas pour le locked folder. Également une autre fonctionnalité assez intéressante, c'est que vous allez avoir l'option de paramétrer, d'avoir votre historique de recherche automatiquement supprimé, en tout cas les 15 dernières minutes. Voilà, donc là, en tout cas, en termes de privacy, on voit que Google essaye de faire des efforts, alors, ça va être un petit peu compliqué de s'ériger en chevalier blanc des données privées, mais en tout cas, ils essayent quand même de rendre ça un peu plus accessible au grand public et de montrer que pour eux aussi, c'est très important. Donc voilà, je trouve que c'est quand même un bel effort, et c'est pas le seul. Je crois qu'il y a d'autres choses qui vont venir, voilà. Autre chose en vie privée, et ça c'est vraiment bienvenu, il y a un outil aussi qui va pouvoir vous permettre de changer les mots de passe compromis, qui va être directement intégré dans l'extension Chrome, dans la gestion dans le gestionnaire de mots de passe dans Chrome. Donc ça c'est plutôt positif. Je trouve vraiment, moi, les gestionnaires de mots de passe, vraiment il me sauve la vie au quotidien. Donc si vous n'en avez pas encore, franchement, interrogez-vous, et ça vous aide vraiment au quotidien à sécuriser vos mots de passe. Vraiment, ça aide, et surtout à soulager votre mémoire aussi. C'est pas que de non sens non plus, hein. Donc ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi ? Il va y avoir aussi alors, ils vont utiliser de l'intelligence artificielle également pour remonter automatiquement et mettre en lumière certains souvenirs dans les photos. Alors, ça va pas fonctionner exactement comme les souvenirs chez Apple, mais en tout cas, voilà, on sent aussi qu'ils essaient de miser sur revoir les photos qui sont importantes, ou vous créer des moments intéressants. Qu'est-ce que je peux vous dire ?
dire de plus aussi? Il y a eu une petite présentation pour montrer une intégration des applications de productivité plus poussées entre les différents outils de collaboration. Pour ceux qui sont familiers avec Notion, on sent que Google essaye de pousser dans cette direction. Donc Notion, c'est un espèce d'outil de gestion de projet assez riche, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir des bases de données, que vous allez pouvoir formater dans différents aspects sous forme de tableaux, de Kanban, de listes, etc. avec des petites fonctionnalités assez intelligentes, des mentions dynamiques, des gestions de commentaires. Voilà, enfin là je ne fais qu'effleurer vraiment le principe de Notion, mais c'est quelque chose d'assez riche. Et là on sent que Google essaie de miser aussi pour pas se faire dépasser en termes d'outils de productivité et de collaboration en essayant de rafraîchir un petit peu ces applications. Donc ça c'est bienvenu, parce que c'est vrai qu'on voit que Notion a quand même pas mal le vent en poupe. Vous êtes toujours en train de parler de Pluton ou Pluto là dans la chatroom, donc Kanban, c'est une méthode qui te permet d'organiser tes tâches par colonne avec un statut au-dessus. Donc chaque colonne, par exemple, c'est to do, à faire en cours et fait, par exemple. Et donc tu peux passer une carte qui est dans une colonne à l'autre colonne pour mettre à jour son statut, etc. Donc c'est une manière de faire une gestion de projet très visuelle, très accessible, exactement super chinoise, tu me disais, comme Trello, comme la team Trello. Bah oui, tout à fait, Trello est connu pour ça, mais en fait Trello s'inspire d'une méthode qui s'appelle Kanban, qui existait avant l'invention de Trello, voilà. Et donc dans Notion, vous avez justement la possibilité de remonter ces cartes à la fois en visualisant sous forme de Kanban, de listes, de tableaux, etc. Alors il y en a qui sont en train de me lister tous les noms d'outils de productivité. Alors il y a Jira, il y a Notion, il y a Trello, etc. En effet. C'est une méthode japonaise à la base, oui, tout à fait, voilà. Donc c'est vraiment la visualisation par colonne. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, alors on a parlé application de productivité. Autre application qui a été pas mal sous les feux des projecteurs durant ce lancement de Google I.O., c'est notamment Google Maps. Donc ça, c'est assez intéressant. Ils misent pas mal sur Google Maps depuis quelques années. Bon, après, ça a toujours été quand même une pierre angulaire vraiment de leur service, mais ils continuent de l'enrichir. Ils vont ajouter des informations comme notamment les passages piétons, etc. Mais chose encore plus intéressante, ils vont contextualiser Google Maps. C'est-à-dire qu'en fonction du moment de la journée où vous le regardez, vous n'allez pas forcément avoir les mêmes informations qui sont mises en valeur sur la carte. Donc peut-être que ça, si c'est au moment du dîner, vous allez avoir les restos qui vont être plus mis en avant. Si c'est à un moment donné où vous faites votre transport en commun pour aller au boulot, ça sera peut-être plus les stations de transport en commun qui vont être mises en avant, etc. Enfin, voilà, il va y avoir une gestion un peu plus contextuelle, personnalisée de Google Maps, et je trouve ça assez intéressant parce qu'il commence à y avoir beaucoup d'informations, donc c'est bien de pouvoir faire le tri de manière intelligente. Oui, justement, je me disais que Kanban, ça veut dire panneau en japonais, ouais, en marocain, tout à fait. Voilà, Toyota, créateur du Kanban. Je savais pas, Victor Ramus. Merci pour l'info. Je savais pas que c'était Toyota qui l'avait inventé. D'ailleurs, ça me donne envie de lire un petit peu un peu plus sur Kanban. Merci pour l'info. Et puis, de quoi on a parlé durant cette Google I.O. également? Il y a eu évidemment l'annonce de Android 12, la nouvelle mouture d'Android. Alors pourquoi je souris? Parce que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu une mise à jour d'Android qui rafraîchit un petit peu le design, remet au goût du jour, actualise un petit peu les principes design de Google. Et donc là, ça y est, on en a une. Donc on va avoir encore une fois, donc Android 12 va évidemment présenter donc Material You, qui donc sont les
principes actualisés du design chez Google. On va en parler un peu plus en détail dans quelques instants. Mais Android 12, c'est pas que une mise à jour sur l'interface et les animations et les transitions, mais c'est également des nouvelles fonctionnalités sur la vie privée. On va avoir un tableau de bord qui va vous permettre d'accéder à une timeline tout simplement de toutes les données auxquelles les applications ont eu accès. Donc ça, vous allez pouvoir voir, en fait, suivre à quel moment quelle donnée a été accédée par quelle application. Donc ça, je trouve ça assez... Pour le coup, voilà, j'ai critiqué Google sur le manque de cas d'usage ou de problèmes assez concrets, mais là, je trouve que ça en est un, et je trouve que c'est plutôt intelligent de voir, en fait, d'avoir accès à cette timeline. Moi, ça me donne envie de voir, en effet, au cours d'une journée, quels sont, avec un usage classique de mon smartphone, quels sont les types de données qui sont accédées par quelles applications à quel moment. Donc je trouve ça assez intéressant, assez accessible comme manière de présenter l'information. Donc ça a l'air très très sympa. Il va y avoir également une intégration de télécommande, ou en tout cas votre smartphone pourra faire office de télécommande avec Android TV OS. Vous allez pouvoir utiliser votre smartphone comme une clé digitale pour votre voiture également. Vous allez avoir un appareil photo qui va être plus inclusif, notamment dans la détection et le traitement des peaux ou des chevelures qui ne sont pas celles des hommes et femmes blancs. Voilà, donc ça c'est bienvenu depuis le temps en 2021, mais en effet ça fait plaisir qu'on ait des sociétés quand même aussi importantes que Google qui font vraiment ce parti pris. C'est très très important, donc ça c'est vraiment bienvenu. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour là. On reviendra sur Material You juste après. Et puis autre OS très important qui a été mentionné durant la keynote, la Google I.O., c'était Wear OS. Donc Wear OS, c'est le système d'exploitation, en tout cas, qui fait tourner les smartwatches Google, ou en tout cas les smartwatches Android. Alors, sachant que Samsung, qui est un grand partenaire Android, utilisait Tizen. Ben justement, gros bousculement dans le paysage des smartwatches Android, puisque il y a un partenariat qui est mis en place, qui est initié entre Google et Samsung sur justement une nouvelle conception de Wear OS qu'ils vont concevoir ensemble et qui va permettre du coup aux constructeurs d'avoir plus de liberté et de customisation possible dans les applications et l'interface. Il va y avoir également un gros focus sur la santé, puisque Google va utiliser Fitbit pour intégrer... on estime, en tout cas on peut anticiper toutes les features de tracking et de tracking de santé, etc. Liées à Fitbit. Donc ça, moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et également, ils ont parlé qu'il y aurait une amélioration significative de la batterie. Là aussi, très bienvenue. C'était quelque chose qui était largement critiqué dans les smartwatches Android. Donc voilà, ça a été négligé en Wear OS depuis pas mal d'années. Là, c'est assez excitant de voir que ça revient. Moi, je suis vraiment excitée à l'idée de voir ce qui va se passer. En plus, les mock-ups qu'on a vus sont sur plutôt une interface ou un écran circulaire. Donc, on revient sur un form factor ou un product design qui correspond plus, en tout cas, à ce qu'on connaît d'une montre. Vous le savez que moi, je suis pas fan, par exemple, du format de l'Apple Watch. C'est pour ça que j'en ai pas, d'ailleurs. Mais là, pour le coup, la watch circulaire, je trouve ça assez intéressant. Donc, très excitant et jolie annonce du partenariat Samsung et Google, vu que Samsung va du coup laisser tomber Tizen. On va en parler juste après pour ceux qui ont des smartwatches sous Tizen. Et puis dernière petit survol d'annonce de ce lancement de Google I.O., c'est le projet Starline. Le projet Starline, clairement... alors là je fais des hypothèses, mais il a l'air d'être né vraiment du contexte inédit de cette crise sanitaire, de la montée en puissance du télétravail, du travail en distanciel, des échanges en distanciel. Et donc du coup là c'est intéressant
Google est en train de travailler sur une manière de communiquer qui va vous permettre de visualiser une personne en face de vous avec une représentation à taille réelle en 3D de l'image d'une personne. Donc on va vraiment avoir l'impression que la personne est pratiquement dans la même pièce que vous, vraiment à taille égale, vraiment d'égal à égal, et donc faciliter potentiellement les échanges parce que vous avez pratiquement l'impression qu'elle est en face de vous. Donc à voir comment ça fonctionne, là c'est bien mignon je trouve en vidéo ou en photo, ici, là vous voyez le grand écran, etc. Mais je trouve ça assez limité, en tout cas, j'ai pas... J'avoue que je regardais pas la keynote à ce moment-là, donc j'ai pas vu toute la présentation. Mais moi, par exemple, ça voudrait dire... cette installation, ça voudrait dire qu'il faudrait reconfigurer... ça serait plutôt B2B déjà, et il faudrait reconfigurer les bureaux pour que ça soit adapté à cette configuration. Et là, on a une configuration en one-on-one, c'est-à-dire une personne en face d'un écran avec une personne dessus, mais quid des salles de réunion, quoi. Comment ça fonctionnerait? Donc, est-ce que c'est viable? Voilà. Là, on est vraiment sur de l'expérimentation, du test, pas forcément sur quelque chose prêt à être commercialisé, etc. Voilà, donc ça sera plutôt testé avec d'autres sociétés plutôt plus tard dans l'année. Là, ils sont pas encore tout à fait prêts. Pour l'instant, ils sont en train de le tester uniquement dans leur bureau chez Google. Donc à voir ce que ça va donner. Mais c'est toujours intéressant, il y a toujours comme ça des petites pépites qui sont un peu shoot for the moon, quoi. Google va explorer, expérimenter un peu plus loin. Et c'est quelque chose que, par exemple, Apple ne fait jamais. Apple attend toujours que la chose soit prête à être présentée au grand public, peaufinée, alors que Google, eux, vont être un petit peu plus ambitieux, prendre un peu plus de risques là-dessus. Donc c'est assez intéressant. À voir ce que ça va donner. Voilà en tout cas pour le petit tour d'horizon des annonces de la Google I.O. Et puis je vous propose du coup d'aller un petit peu plus en détail dans certaines annonces. Donc là je voulais vous montrer un petit peu un aperçu de Wear OS. Donc là on a une petite vidéo. Alors, attendez, je vais quand même vous modifier la luminosité de l'iPad pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Donc là, vous voyez un petit peu l'interface. Vous avez plusieurs démonstrations. Vous avez les écrans des différentes apps qui peuvent être swipées latéralement. C'est assez lisible, hein, c'est assez espacé. En tout cas, on a les principes de design qui fonctionnent bien, en tout cas sur un petit écran. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus que je vous ai pas encore dit? Je crois que c'est tout, hein, parce que c'était principalement pour vous mentionner justement la collaboration avec Fitbit au niveau de la santé et le gros investissement de Google sur Wear OS avec le partenariat ou en tout cas la collaboration assez historique avec Samsung qui va du coup laisser tomber Tizen. Voilà, et donc du coup en parlant de Tizen, mince, je ne l'ai pas mis. Ah mince, c'est un article que j'ai vu passer, mais je ne l'ai pas mis dans mes articles du mug. Il y a eu tellement de choses que du coup, je me suis peut-être un peu pris les pieds dans le tapis. Est-ce que je peux vous retrouver ça rapidement? Voilà. Donc Samsung qui discute notamment sur l'engagement sur le futur de Tizen, parce qu'évidemment il y a pas mal de personnes qui ont des smartwatches et les Galaxy Watch. Voilà, Pierre-Yves pose la question, est-ce que les Galaxy Watch vont changer d'OS? Voilà, Samsung voilà, a détaillé un petit peu plus le support pour les Galaxy Watch actuels. Donc ils ont dit qu'ils allaient s'engager à donner 3 ans de support sur toutes les watches, les Galaxy Watch qui tournent sous Tizen. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Vous n'allez pas être abandonné du jour au lendemain. En tout cas, les utilisateurs qui ont une watch sous Tizen ne vont pas être abandonnés du jour au lendemain. Donc ils s'engagent pendant 3 ans à mettre à jour et maintenir les produits sous Tizen. Par exemple, la Galaxy Watch 3 qui a été dévoilée et mise à disposition commercialement.
oui, commercialement, j'ai du mal à parler ce matin, en août, le 6 août 2020, sera compatible pour des mises à jour pendant encore 3 ans, donc jusqu'en août 2023. Voilà. Donc 3 ans à date de chaque sortie de produit. Donc évidemment, hein, c'est quand même un petit peu peut-être frustrant pour ceux qui ont acheté une Galaxy Watch, mais je pense que ça va quand même dans le bon sens, c'est un bon move. Évidemment, c'est une très bonne stratégie de la part de Google, qui voulait évidemment s'associer avec le deuxième acteur principal d'Android, et le fait que Samsung ne soutienne pas Wear OS, c'était quand même un gros problème. Donc là, le fait qu'ils conçoivent ensemble le nouvel Wear OS, c'est quand même hyper intéressant, surtout qu'on va allier le savoir-faire à la fois de Google, de Samsung et de Fitbit en termes d'interface sur des petits devices. Donc je trouve ça vraiment chouette. Voilà, je suis assez hypée autour de cette news. Mais Samsung d'ailleurs n'a pas confirmé qu'ils allaient complètement abandonner l'OS Tizen, hein, d'ailleurs, pour information. Ils ont confirmé qu'ils allaient supporter pendant 3 ans à date de sortie, à compter de la date de sortie du produit, les smartwatches sur Tizen, mais ils n'ont pas dit qu'ils allaient carrément abandonner la plateforme Tizen. Pour information, il me semble qu'il y a quand même des télés qui tournent sur Tizen, il y a d'autres appareils, en tout cas il n'y a pas que les watches qui tournent sur Tizen. C'est pas énorme, 3 ans de mise à jour, oui, Tiktakumi, oui et non. Enfin, je trouve que 3 ans, c'est quand même très très coûteux pour une société, hein, quand même. C'est-à-dire qu'il va y avoir des développeurs qui vont quand même bosser dessus. Et à la fois, c'est long et pas long, quoi. Ça dépend de quel point de vue tu te positionnes. Seulement 3 ans, c'est bien, mais pas assez du tout. Vu le prix d'une watch Samsung, ça finit de me dégoûter d'Android. Ouais. Euh, ouais. Non, mais je comprends. Franchement, je comprends. Le problème, c'est souvent le suivi avec Android. Il gagnerait à ce que ce soit supporté plus longtemps, surtout pour les hauts moyens de gamme. Oui, mais là, il ne s'agit pas juste de supporter, il s'agit d'un moment où Samsung s'associe à Google pour un nouvel OS avec Wear OS qui va être remis à jour. Donc évidemment, ça veut dire qu'ils vont concentrer une partie de leurs ressources sur ce travail-là. Donc ça veut dire, à un moment donné, choisir ses priorités. Et en effet, je peux comprendre que les nouvelles priorités, même si c'est, moi, je pense, positif dans le long terme pour Android, Google et Samsung, et pour les utilisateurs, en premier lieu. Évidemment, pour les utilisateurs actuels, c'est pas super. Mais voilà en tout cas ce qu'il en est pour Wear OS. Donc, je reviens sur mes petits articles. Autre chose intéressante qui concerne Wear OS et qu'on n'a pas eu durant la Google I.O. Alors attendez, là, mon article qui est bloqué. Oh merde. Ah là là. Bon, commande, ça fonctionne bien, mais alors des fois, t'as des fenêtres qui te bloquent l'accès aux articles qui sont un peu bizarres. C'est bon, j'y ai de nouveau accès, mais j'ai perdu mes notes. Ok. Tout va bien. Alors, ce dont je voulais vous parler, c'est les applications sur Wear OS. Ce qui est intéressant, et on voit qu'ils ont mis quand même le paquet, c'est que Spotify et YouTube Music vont amener sur Wear OS la possibilité de télécharger des titres en offline directement sur la smartwatch pour pouvoir s'affranchir du smartphone. Donc ça, vraiment, je trouve ça très très chouette. On a quand même pas mal d'usages quand vous faites votre jogging, etc., ou votre sport. Vous n'avez pas tout le temps envie d'avoir votre smartphone dans la poche à proximité, etc. De pouvoir s'affranchir du smartphone dans certains cas, c'est quand même assez intéressant, tout en ayant la possibilité quand même d'écouter votre musique. Et ben là, c'est bon, Spotify et YouTube Music s'engagent. Ils sont en train de travailler là-dessus sur la possibilité de donner la possibilité justement de télécharger en offline des titres directement sur la smartwatch. Donc ça va même plus loin que l'Apple Watch, qui elle permet d'écouter en s'affranchissant de l'iPhone uniquement si l'Apple Watch a une connexion cellulaire, voilà, pour pouvoir écouter les titres. Donc là, ça va même plus loin, en tout cas, que l'Apple Watch. Moi, je trouve ça très, très positif. Est-ce que je peux vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble? Non, je vais juste vous montrer
voilà, un petit visuel YouTube musique. Ah là là, ce contraste, c'est un petit peu compliqué à gérer, désolé. Et là, le visuel de Spotify. Voilà. Alors, moi, j'ai vu un petit peu la démonstration. Vous avez une vidéo, hein, d'ailleurs, dans l'article. Vous pouvez retrouver tous les articles que je mentionne ce matin dans le Flipboard Nowtech. Et voilà, donc vous avez votre liste de titres. C'est là où je trouve que l'interface ronde fonctionne pas super bien, c'est qu'ils sont restés sur des modèles de liste assez classiques. Et donc, vous avez très peu de visibilité entre la vignette et le titre. Bref, vous pouvez voir que celui du milieu qui est pile poil au milieu de l'écran en complet parce que du coup, vous avez la visibilité complète. Je m'en doutais un petit peu et je trouve que et du coup c'est ce que j'avais dit, hein, c'était pourquoi Apple avait opté pour un écran carré arrondi pour la gestion de l'interface et des transitions qui est quand même beaucoup plus facile à gérer, hein, voilà, par rapport aux interactions qu'on connaît sur les écrans. Là, voilà, j'ai quand même envie de tester en tout cas Wear OS pour voir si on s'habitue, si c'est vraiment problématique ou pas. Mais c'est vrai que dans la démo, finalement, la visibilité qu'on a sur la liste des titres est assez limitée. À voir, c'est le souci d'une montre ronde, c'est inutilisable. C'était un peu ma frayeur, Vincent, et je m'étais dit, est-ce qu'ils vont réussir justement à avoir une interface et des interactions qui optimisent l'espace visible sur l'interface. Mais là, en tout cas, sur les petites démos que j'ai vues de Spotify, il n'y a pas, on reste sur du très classique et donc pas forcément bien optimisé sur un écran rond. À voir ce que ça donne, c'était juste la première visibilité que j'ai vue en tout cas. Sur la liste. En tout cas, c'est quand même très très bienvenu vraiment sur cette capacité à écouter les titres en offline. Moi, en tout cas, ça me plaît. Je vous propose quand même de parler de Material You. Et donc d'Android 12, mais surtout de la mise à jour du design avec Material You. Donc, comme à son habitude, quand on parle de design et d'interface, eh ben, on a le VP of Design qui arrive sur scène, fidèle à lui-même avec ses chemises colorées et son style inimitable, avec Mathias Duarte, hein, qui est donc la figure incontournable du design chez Google, qui était donc là pour présenter l'évolution du Material Design avec justement Material You. Material You, donc, qui est une variante de Material Design plus arrondie, plus espacée, plus personnalisée également, puisque du coup vous allez pouvoir via votre fond d'écran, votre fond d'écran et la gamme colorée liée à votre fond d'écran, personnaliser toute l'interface colorée de votre appareil Android 12, puisque ça va extraire de cette photo de votre fond d'écran, ça va extraire une palette colorée ou plusieurs palettes colorées parmi lesquelles vous allez pouvoir choisir celle qui vous plaît le plus. Donc ça, je pense qu'ils ont pas mal travaillé. Il y a pas mal de... cette fonctionnalité, hein, d'extraire une palette colorée d'une photo, ça existe déjà depuis de nombreuses années. Et puis il y a des logiques, etc., qui permettent de s'assurer d'une homogénéité et d'une cohérence et que ça fonctionne bien en termes de cohérence visuelle. Donc voilà, c'est pas... en termes de technologie, super impressionnant. Mais là, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça va pousser un peu plus loin la customisation et l'appropriation de son smartphone. Donc je pense que c'est tout à fait aligné avec les principes Android qui permet une plus grande customisation et personnalisation de l'expérience Android. Je trouve ça assez intéressant. Donc là, il y a vraiment eu un gros focus sur à la fois un retraitement graphique. On s'affranchit un petit peu du principe de carte et de la métaphore du papier, parce qu'on avait beaucoup de métaphores de papier avec des ombres, des shades, des angles, etc., des différents niveaux avec les cartes, etc., qui s'empilent. Voilà, on s'affranchit un petit peu de ça pour épurer et simplifier l'interface, la rendre plus lisible. Donc ça passe par une simplification, ça passe aussi par un meilleur traitement de la hiérarchie d'informations avec la taille du texte, la taille, le corps, etc. Et la graisse du texte et la couleur. Donc ça marche très bien aussi. Ce qui est intéressant, c'est que la customisation ne s'arrête pas non plus juste à la gamme colorée, à la palette de couleurs liées à votre fond d'écran, mais ça va justement sur ces fonctionnalités d'accessibilité qui sont mises à disposition de manière intelligente au grand public. C'est-à-dire que vous allez pouvoir paramétrer vous-même justement la taille du texte, la graisse, et en gros avoir une interface qui au final soit plus aérée
ou un peu plus condensé, ou un peu plus appuyé, où la hiérarchie ou le contraste entre les éléments est un peu plus appuyé. Donc en fonction de vos préférences personnelles, d'une part, et de la qualité de votre vue, tout simplement, vous allez pouvoir ajuster en fonction de ce qui vous convient, vous. Donc ça, je trouve ça vraiment bienvenu, vraiment chouette. Voilà, donc vous allez pouvoir contrôler le contraste, la taille, l'épaisseur des lignes, du texte et des icônes dans l'interface pour le gérer. Et tout ça, ça va être hébergé dans un contrôle qui va être lié plutôt au réglage visuel que appelé accessibilité. Donc là aussi, je trouve ça intéressant pour montrer que finalement, ces fonctionnalités, elles servent à tous et elles peuvent être utiles à tous. Il n'y a pas comment dire, l'a priori accessibilité que certaines personnes peuvent avoir, où on peut dire que l'accessibilité, des fois, c'est vécu comme un gros mot, alors qu'en fait, ça peut bénéficier tout le monde. Donc là, je trouve ça, pour le coup, je trouve que c'est un vrai bel effort de la part de Google, et moi, ça m'a beaucoup plu. Alors, tout ne m'a pas plu. Vous attendiez ça, vous attendiez ce moment-là, hein, la critique de Marion dans ce qu'elle aime pas dans Material You. En effet, tout ne m'a pas plu dans Material You. Je vais peut-être vous montrer des petits gifs. Bon, là, en tout cas, là, ça fonctionne bien. Alors là, le contraste, c'est quand même super galère. Hop, voilà. Donc là, je vous montre un petit peu. Alors, c'est flou. Bon, vous voyez pas grand-chose. N'hésitez pas à aller regarder un petit peu dans les articles pour avoir une meilleure visibilité des éléments d'interface. Mais voilà, là, vous avez des exemples d'interface aussi. Il y a des choses... donc là, vous pouvez... Oh là là, mais c'est insupportable quand ça gère dynamiquement. Est-ce que je vais réussir à vous le montrer? Voilà, donc vous voyez qu'en fonction, vous pouvez ajuster le style des éléments pour qu'il y ait plus ou moins de contraste. Donc voilà, donc ça c'est une bonne démonstration. Il y a des choses que j'aime moins, notamment ce petit traitement ondulé qui apparaît notamment sur l'horloge et la scroll bar que je trouve particulièrement malvenue sur la scroll bar parce que ça ressemble à un spermatozoïde et je trouve ça bizarre que personne ne l'ait vu. C'est tellement évident que je comprends pas que personne l'ait vu. Et ça ressemble plus à une fantasy design qu'à une vraie utilité design, donc je suis pas fan. Voilà. C'est mon petite opinion personnelle, mais je sais que vous étiez intéressés par le savoir. Voilà, après, je trouve ça intéressant, hein, cette mise à jour Material You. Encore une fois, Material You, c'est Google. Le problème d'Android... et ça ne touche pas que Android. D'un côté, on peut se dire non, mais c'est chouette, ça va être plus moderne, moins impersonnel que ce qu'on peut voir peut-être chez iOS ou les autres OS ou Android, l'ancienne version, etc. C'est qu'en fait, il faut bien comprendre que ça va impacter uniquement l'interface Android pure et les applications Google. Là où moi, j'émets des gros doutes, c'est que je ne pense pas que les constructeurs ou les marques vont s'amuser à repenser toutes leurs applications qui sont brandées avec leur marque pour faire plaisir à Google. Donc le fait de pouvoir choisir sa palette colorée, c'est mignon, ça va être sympa sur la homepage, etc. Mais concrètement, j'ai peu de doutes, enfin j'ai quand même pas mal de doutes sur le fait que ça va vraiment changer l'expérience globale d'Android à part les pixels. Puisqu'après, il y a des surcouches. Après, Material You va être interprété, je pense, par Samsung, par Xiaomi, etc. Pour chaque constructeur qui va avoir sa surcouche, va interpréter les principes probablement de Material You à sa propre sauce. À voir s'ils vont donner le même type de contrôle, c'est possible. Mais le problème intrinsèque de Google, c'est ça quand même, hein, d'Android. Hein, c'est qu'en fait, ils ont quand même très peu de contrôle sur l'intégrité et la cohérence de l'expérience. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont
aussi mis des guidelines sur les widgets, le widget qui est vraiment la foire au grand n'importe quoi chez Android, puisqu'on avait Windows Phone qui était tellement strict qu'il était utilisé par personne. On avait Android où c'était tellement la foire qu'en fait vous ne saviez pas utiliser parce que chaque widget avait son propre mécanisme et ne correspondait à rien. Donc vous avez une homepage qui ressemble à rien. Enfin bref, là c'est le designer qui parle. Hein. Donc évidemment, vous aviez aucune cohérence entre les widgets. Et après, vous aviez Apple qui avait pas de widget. Donc en fait, là, ils avaient carrément limité la chose. Mais aujourd'hui, Apple a des widgets. Alors ils peuvent être limités, il y en a peut-être pas autant que sur Android, mais d'un autre côté, sur Android, vous avez un espèce de cimetière de widgets plus maintenus qui sont datés et pas, enfin voilà, pas mis à jour, etc., qui ne sont pas cohérents d'un point de vue design. Donc du coup, voilà, je me demande comment Google va réussir à motiver les constructeurs et les développeurs d'applications à investir pour mettre à jour et appliquer les principes de Material You, pour être honnête. Et vraiment, il n'y a aucune chance, par exemple, que Facebook, Instagram et compagnie mettent à jour leurs applications pour que vous puissiez utiliser votre palette colorée dans l'application. Enfin, en tout cas, c'est moi l'hypothèse que je fais. Je ne verrai pas l'intérêt qu'ils ont à le faire. Voilà. Donc, en pratique, voilà, sur le papier, ça a l'air vraiment sympa, c'est un parti pris design intéressant. Dans la pratique, je ne sais pas vraiment dans quelle mesure ça va impacter l'expérience, surtout quand on n'utilise pas un pixel. Voilà, donc un petit peu pour ma méfiance là-dessus. Je vois que j'étais pas la seule justement à parler de mes doutes sur les surcouches et tout. Perso, je garde l'UI actuel sur mes apps. Ouais. Non, mais ça m'étonne pas. Puis, quelque chose qu'il faut garder en tête aussi, c'est qu'en fait, la marque va avoir sa propre cohérence de marque, d'interface, etc. Alors certes, il y a des principes d'interface qui sont plus spécifiques à Android et plus spécifiques à iOS, mais dites-vous que plus vous séparez et vous divergez deux applications du même service en fonction des plateformes, plus ça fait de travail aussi pour les équipes. Voilà. Donc il y a ça aussi qui existe. Par exemple, chez Alan, on utilise React Native. Donc ça veut dire que l'application qu'on sort sur Android est la même que sur iOS. Donc on va pas... Il y a très peu d'exceptions de choses qui sont spécifiques à Android, de choses qui sont spécifiques à iOS. Certaines icônes, parce que voilà, il y a certains standards qui existent sur Android et qui sont traités visuellement différemment sur Apple. Donc là, on fait des exceptions, mais ça reste très très anecdotique. Sinon, en tout cas, l'application est la même sur les deux. Donc c'est là où je vous dis, il n'y a aucune chance pour qu'on applique ces principes-là. Alors là où ça peut pousser et faire évoluer le design, c'est qu'en effet, Material Design a eu en soi un gros impact sur le design des interfaces en général. Et donc quand je dis ça, ça impacte toutes les interfaces et toute l'interface utilisateur. Donc ça a poussé vers le haut du côté d'Android, du côté d'iOS, du côté du web, etc. Ça a été une tendance générale. Donc c'est là où ils ont vraiment été leaders sur ce point-là. Et ça, c'était intéressant. Là, Material You, ça reste assez incrémental. Je pense qu'en termes d'animation et de transition, il y a des choses intéressantes. J'ai hâte de pouvoir quand même le tester. J'aimerais bien l'avoir en main pour m'en imprégner un peu plus et voir concrètement comment ça se passe. Mais en termes de customisation de couleurs, bref, j'ai quand même un petit peu des doutes. Je lis un petit peu vos commentaires. Si encore Android 12 est installé sur 80% des appareils après un premier mois de sortie, mais c'est plus de 10% un an après. Mais ça, Pascal M, on va en parler. C'est un très très bon point sur la rapidité de déploiement d'Android 12. On va en parler, j'ai une bonne nouvelle par rapport à ça. Qu'est-ce que je peux vous dire que je ne vous ai pas encore dit sur Material You? Il est déjà 8h50, donc je vais accélérer un petit peu.
Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu quand même un gros travail, donc à la fois sur la lisibilité, moi j'apprécie, hein, vraiment, il y a vraiment des principes design où il y a un gros focus sur la lisibilité, la hiérarchie d'informations, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus espacé, du coup certes vous avez moins d'éléments à l'écran, mais c'est plus facile et compréhensible au premier regard, donc je trouve que ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Voilà, donc là, la customisation, c'est ce qu'on vous a dit. Chose intéressante, c'est si personne ne change, pratiquement personne ne change les réglages par défaut d'un téléphone, d'un software, etc. Google a partagé que 60% des gens mettent à jour leur fond d'écran. Donc justement, ils se sont reposés sur la chose qu'ils savaient que les gens personnalisaient pour les aider à personnaliser leur expérience. Donc là aussi, je comprends, et c'est intéressant comment ils l'ont justifié un petit peu cette nouvelle feature. Voilà en tout cas pour Material You. Est-ce qu'il y a des choses nouvelles que je ne vous ai pas parlé ici? Parce que je me suis mis plusieurs articles au cas où. Non, je pense qu'on a fait pas mal le tour là. Hein. Hop, je vous montre peut-être. Ouais, non, ça je vous l'ai montré déjà. Bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour sur Material You. Hop. Et donc sur la disponibilité d'Android 12. Donc voilà, donc en effet, la grosse frayeur, c'est combien de temps ça va mettre à se déployer. Ce qui est intéressant, c'est que là, on va avoir... du coup 11 différents constructeurs qui ont... Pardon, je m'étouffe. Donc on a 11 différents constructeurs qui ont participé dans la bêta d'Android 12. Donc ça, c'est hyper intéressant, c'est vraiment bienvenu. Donc on a Google, Xiaomi, OnePlus qui vont avoir plus d'un appareil qui va être disponible sur Android 12 dès le départ. Donc on va voir, je vous donne un petit peu la liste en vrac. On va avoir le Asus Zenfone 8, le Pixel 3, Pixel 3a, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, Oppo Find X3 Pro. On a un device qui n'est pas nommé encore, donc de la société Realme. On a Sharp également, mais on n'a pas le nom du device. On a le Tecno Camon 17, on a le TCL 20 Pro, on a le Vivo IQ007 Legend, le Xiaomi Xiaomi 11, le Xiaomi Mi 11, pardon, le Xiaomi Mi 11 Ultra, le Xiaomi Mi 11i, le Xiaomi Mi 11X Pro. Voilà, donc on a quand même pas mal de smartphones qui vont être directement dès le départ disponibles sur Android 12. Donc c'est, enfin dès le départ en tout cas, qui vont bénéficier de la mise à jour rapidement. C'est très très encourageant d'avoir en tout cas, on sent que Google essaye d'embarquer les constructeurs tôt, donc voilà, c'est plutôt encourageant. C'est pas des promesses encore parfaites, mais Google en tout cas travaille activement là-dessus.